Transition, le podcast d'Ostrom Asset Management. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Transition, le podcast d'Ostrom Asset Management. Pendant 2000 ans, nous avons évolué sans contrainte sur le futur de l'humanité. Nous touchons désormais les limites planétaires, ce qui nous impose de changer notre façon de faire. Notre époque actuelle est ainsi marquée par un nombre inédit de transformations auxquelles nous devons tous nous adapter individuellement et collectivement, personnellement et professionnellement. Environnement, sociétal, gouvernance numérique, autant de mutations qui interviennent simultanément et un rythme qui ne cesse d'accélérer. Quelles sont ces transitions auxquelles nous sommes et serons confrontés ? Quels sont les enjeux auxquels l'homme, les gouvernements, les entreprises vont devoir faire face ? En quoi le secteur de la gestion d'actifs est-il concerné ? Comment Ostrom Asset Management a-t-elle fait évoluer son organisation et sa stratégie pour répondre à ces changements ? Autant de questions qui méritent un débat d'experts. J'ai donc plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathalie Beauvire, directrice des transitions durables, et Philippe Bechter, chef économiste d'Ostrom AM. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, l'économie globale se transforme rapidement. Il y a deux dimensions. La première est macroéconomique. La seconde concerne davantage le comportement des acteurs de l'économie dans un tel environnement. Commençons, Philippe, si tu le veux bien, par la dimension macroéconomique. Quels sont les défis auxquels l'économie globale fait face aujourd'hui ? L'économie globale change de façon radicale. On a eu une longue période où les comportements étaient plutôt coopératifs, coordonnés, et ça a plutôt bien fonctionné. On est sorti de cette période-là au moment de la pandémie et après, au moment, par exemple, des pénuries qu'on a eues sur les semi-conducteurs. Ça a changé les comportements. Alors, comment réfléchir à ces questions ? Il me semble qu'il y a 3 défis aujourd'hui auxquels on puisse être confronté. Le premier traduit les déséquilibres qui sont issus de cette période de coordination et de coopération, cette longue période de globalisation. On a eu une concurrence technologique très forte entre la Chine et les États-Unis. C'est le point de départ. D'un seul coup, on a fait beaucoup transférer de technologies en Chine et la Chine est devenue un concurrent des États-Unis. Et ça s'est vu en 2016-2017, Donald Trump est monté au créneau contre l'invasion, si je puis dire, des technologies chinoises. Ça, c'est un élément clé. Le deuxième élément est que les pénuries auxquelles on a pu avoir à faire face ont incité les gouvernements à se recroqueviller sur leur propre territoire. En d'autres termes, on avait avant un territoire qui était très ouvert, avec des opportunités partout. Aujourd'hui, le monde a tendance à se verticaliser. On veut être capable de suivre son propre destin. Il y a des nouvelles technologies, il y a des innovations. Il faut qu'on soit capable de produire ces technologies et ces innovations pour continuer à jouer le même jeu que les autres. D'où le retour d'un terme qui est celui de la politique industrielle. Désormais, on parle de politique industrielle, c'est-à-dire le monde se verticalise. Il était très horizontal, il se verticalise. Le troisième point sur ce premier défi, c'est un équilibre géopolitique qui a changé. Les 2 premiers points, les tensions et la concurrence technologique, les problématiques de comment je fais pour continuer à produire de façon efficace, plus les conflits qu'on a pu voir en Ukraine ou au Moyen-Orient, ont fait que le monde s'est morcellisé. On n'a plus du tout une espèce de cohérence globale. On a d'un côté les Américains, les Européens, les Chinois, les Russes, les Indiens, qui ne jouent plus tous la même partition. Et puis le quatrième point, c'est la politique monétaire, qui a été extrêmement accommodante pendant des années, et les banquiers centraux aujourd'hui se rendent compte que cette politique monétaire très accommodante n'est probablement pas la plus efficace qui soit. Et donc ils réfléchissent différemment. Ces 4 points sont issus de notre histoire. Il y a 2 autres défis qui sont importants. Le deuxième défi, c'est celui lié à la démographie. Quand on regarde les projections qui sont faites, on s'aperçoit que la population en Asie va diminuer très vite. La population en Europe va diminuer très vite. La population aux États-Unis, elle, va continuer de progresser. Et donc, on a un équilibre qui va être forcément affecté par ces trajectoires de population. Celui qui a une population qui continue de progresser va être plus fort que les autres. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect,
dans des populations qui vieillissent, c'est très clairement le cas en Europe, eh bien, il faut réfléchir autrement à la distribution des revenus entre ceux qui sont actifs, c'est-à-dire ceux qui produisent, qui génèrent les revenus, et les retraités qui profitent des revenus qui ont été créés. Donc, l'arbitrage est toujours compliqué à trouver, et ça va être un élément clé pour les prochaines années. Le troisième défi est lié au changement climatique. On est aujourd'hui, l'agence européenne Copernicus l'a évoqué très récemment, on est la première année qui dépasse le 1,5 degré par rapport à la moyenne pré-industrielle. Globalement, on est au-dessus de l'accord de Paris. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne des mesures très rapidement pour rester dans un cadre viable. Pourquoi on évoque ces questions ? Eh bien parce que 1,5 degré, c'est la limite basse où on commence à voir des effets irréversibles du réchauffement climatique sur les comportements. Ça veut dire qu'il faut très vite réduire notre consommation d'énergie fossile. Ça veut dire qu'il faut très vite continuer à investir dans les énergies renouvelables et aussi investir massivement dans la captation de carbone, parce qu'à un moment donné, si on veut rester à 1,5 degré, il va falloir capter du carbone sur une très grande échelle. Voilà, 3 défis très différents, mais auxquels le monde est aujourd'hui confronté et qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. C'est un véritable bouleversement auquel on a à faire face et qui a des conséquences locales, des conséquences entre les grandes zones et qui va changer notre vie de façon durable. Merci Philippe. Nathalie, Philippe vient tout juste de nous parler donc, de ces défis sur le plan macroéconomique. D'un point de vue concret, comment est-ce que ces transformations influent sur les pratiques de gestion d'acteurs tels que Ostrom Asset Management ? Oui, alors tout à fait. Les grandes transformations mentionnées par Philippe et surtout la façon dont nous souhaitons les accompagner influencent de facto notre gestion, à la fois en termes de risque, en termes d'opportunités, d'impact, et in fine, donc en termes de pilotage de la double performance financière et extra-financière de nos fonds. Alors que les investissements publics sont de plus en plus incertains, dans un contexte, comme l'a rappelé Philippe, social et géopolitique tendu, c'est vrai que le rôle de la finance est plus que jamais d'actualité pour assurer et surtout accélérer le financement d'une économie durable. Toutefois, ce qu'on voit, c'est que la façon dont on réalise cet accompagnement doit évoluer. On constate aujourd'hui les limites d'une approche manichéenne de la transition qui reposerait uniquement sur les exclusions, limites en termes de performance financière, puisqu'on réduit toujours plus les univers d'investissement, mais aussi limites en termes de disponibilité et de qualité en fait, des données sur lesquelles reposent ces exclusions. On constate que finalement, ces niveaux de données peuvent varier d'un provider à un autre et aussi des limites en termes d'impact. Le fait d'exclure une société ne garantit pas in fine qu'elle va rehausser ses ambitions en matière de climat et elle risque même au contraire d'aller chercher du financement vers d'autres investisseurs moins scrupuleux en matière de transition ou en matière d'ESG de manière plus globale. Par ailleurs, la transition, elle ne doit pas être uniquement appréhendée sous l'angle du climat. Elle doit aussi tenir compte d'autres dimensions, notamment géographiques, technologiques, sociales et environnementales. Et en d'autres termes, elle doit être juste. Donc, de ce fait, et pour répondre à ta question, Clément, je pense que ces grandes transformations et ces défis nous obligent à revoir nos pratiques de gestion et d'évoluer vers une approche à la fois plus holistique, plus qualitative et plus engagée des enjeux de durabilité. Le tout, et c'est important de le souligner, dans un contexte réglementaire mouvant, polymorphe et de plus en plus contraignant. En effet, Nathalie, donc là, tu viens de nous parler de pratiques, et les comportements qui vont avec ces pratiques. Et Philippe, si on revient à la macroéconomique, qui peut infléchir ces comportements sur les marchés financiers ? Je crois que les banques centrales ont un rôle majeur. Alors, tout le monde n'a pas la même vision de cela. Aux États-Unis, la Federal Reserve, la Banque centrale, n'a pas le sentiment qu'elle est un acteur majeur sur la transition énergétique. Jay Powell a dit clairement, c'est une question que je laisse à la Maison-Blanche. En revanche, en Europe, Christine Lagarde est très attentive à cette problématique. Elle a très clairement impulsé au sein de la BCE un changement de comportement. Dans la revue sur la stratégie de la BCE en 2021, elle a intégré
la question climatique. Et c'est un vecteur, un levier tout à fait considérable pour modifier les comportements, puisqu'elle va pouvoir, une fois qu'on aura toute une série de normes comptables où on pourra savoir qui est vertueux ou pas, avantager les entreprises qui sont les plus vertueuses sur le plan du climat. L'autre point, et ça c'est un aspect qui a été testé récemment à la BCE, de voir comment le système financier allait résister au choc. Donc il y a eu toute une série de stress tests qui ont été faits sur la trajectoire du climat, sur le passage du brown au vert, hein, des industries un peu carbonées à des industries plus vertes, avec d'autres contraintes également. Et ce qui ressort, et ça c'est plutôt intéressant, c'est que le système financier de la zone euro tiendrait plutôt bien le choc, même en cas de situation assez adverse. Donc on a un système financier qui s'est construit et qui aujourd'hui, sous l'impulsion de la BCE et des acteurs du marché, est un système qui tient bien la route, même en cas d'une transition énergétique très importante. Merci Philippe. Justement, sur le système financier, si on rentre un peu plus en profondeur, Nathalie, comment est-ce qu'Ostrom AM envisage d'intervenir dans le cadre de la transition? Comment, en fait, en tant que société de gestion, peut-on accompagner la transition? Oui, alors nos stratégies d'investissement pour accompagner la transition reposent sur plusieurs axes que je dirais complémentaires et interdépendants. Le premier, c'est le développement de politiques d'exclusion relatives notamment aux énergies fossiles. Hein. Nous avons publié une politique charbon et une politique pétrole et gaz non conventionnelle qui reposent notamment sur des seuils quantitatifs exigeants. Mais comme je mentionnais précédemment, ce levier n'est plus suffisant et il faut l'accompagner d'autres leviers. C'est pour ça que nous mettons aussi l'accent sur l'intégration ESG. Cette approche qualitative de la double matérialité est faite chez nous par les analystes crédits qui s'appuient sur leur connaissance des secteurs et des émetteurs. Et plus particulièrement pour le climat, puisqu'on en parlait, nous avons développé une méthodologie propriétaire d'évaluation des stratégies climatiques des entreprises actives, notamment dans les secteurs fortement émissifs, afin d'apprécier leur capacité et leur volonté de transitionner. Le troisième axe sur lequel on agit est celui de l'engagement. Et ce dernier se déploie sous plusieurs angles. Le premier est la matérialisation des engagements net zéro asset owner de nos clients, pour lesquels nous gérons un pourcentage significatif d'actifs, avec un objectif de décarbonation, soit en termes de baisse de l'empreinte ou de l'intensité carbone, soit en termes d'alignement température. Le second, c'est la concrétisation de notre propre engagement climat. Nous étudions actuellement les modalités d'une adhésion à la Net Zero Asset Manager Initiative. Et puis, le troisième angle est celui qui a trait à nos activités de stewardship, que ce soit via notre politique de vote qui se veut active et responsable. En 2023, nous avons un taux de vote aux assemblées générales de 97%, ou via des actions d'accompagnement et de dialogue. Et je dirais que cette façon d'aborder le stewardship au-delà de l'engagement actionnarial est clé pour un acteur comme Ostrom AM qui a une exposition importante en fixed income. Et de même, cette particularité du fixed income nous a aussi amené à commencer à dialoguer avec les souverains sur la base de leur contribution aux objectifs de développement durable et donc notamment pour la transition climatique sur la base des ODD 7 qui visent à garantir l'accès de tous à des énergies fiables et durables à un coût abordable, et l'ODD 13, donc relative aux mesures prises par les États pour lutter contre les changements climatiques. Et puis le quatrième axe qui est très important de nos stratégies d'investissement pour accompagner la transition, c'est le financement de solutions via le déploiement de gammes thématiques d'impact et d'accompagnement. Nous avons ainsi lancé le fonds Climate and Social Impact Bond, axé sur la transition juste, 100% investi en obligations durables et catégorisé article 9 au sens de la réglementation SFDR. Donc, merci Nathalie. Ostrom AM, on le sent bien dans ce que tu dis, a de réelles ambitions sur la transition. En tant que société de gestion, comment est-ce qu'on se positionne et quel rôle la société entend-elle jouer sur ces grands enjeux de transition?
Oui, tout à fait. Alors, notre ambition, c'est d'être reconnu comme un partenaire avancé et engagé des transitions durables auprès de l'ensemble de nos parties prenantes et notamment auprès de notre clientèle institutionnelle. Donc, pour ce faire, on a créé la direction des transitions durables, donc une direction indépendante, directement rattachée à la direction générale et en charge des questions de RSE et aussi de la prise en compte des facteurs de durabilité dans nos stratégies d'investissement. Alors, cette direction, elle vise à promouvoir les transitions durables de toutes nos parties prenantes, que cela soit nos employés, nos fournisseurs, nos clients, nos émetteurs ou bien encore notre écosystème financier. Et afin de remplir cette mission, la direction des transitions durables, elle travaille aujourd'hui sur 5 grands chantiers. Le premier est de clarifier le positionnement d'Ostrom AM en matière de transition climatique, mais aussi de clarifier notre positionnement en matière de biodiversité. Donc, par exemple, nous allons publier d'ici à la fin de l'année notre politique d'exclusion relative à l'huile de palme. Alors, l'autre grand chantier, c'est de compléter et de renforcer la cohérence de l'ensemble de nos politiques ESG. L'idée ici étant de continuer à nous aligner sur les meilleures pratiques de marché tout en cherchant un peu de flexibilité pour nous permettre justement d'accompagner de manière plus efficiente les entreprises qui sont en train de transitionner vers une économie durable. Et pour ce faire, et c'est là le troisième et le quatrième chantier, nous allons renforcer la partie qualitative de nos méthodologies et de nos process d'analyse extra-financière. Et nous allons accroître et processer encore davantage nos actions en matière de stewardship, avec le développement de trames d'engagement sectorielles, avec un process d'escalade plus transparent, ainsi qu'un pilotage plus précis et dans le temps de nos actions d'engagement et de leurs résultantes. Et dernier grand chantier, développer des gammes de fonds thématiques différenciantes et complémentaires. Une gamme que je qualifierais d'ISR pur, alignée sur les exigences du label ISR V3 ou bien encore sur celle de la doctrine de l'ESMA relative à la nomination des fonds. Une gamme de transition visant à financer la transition de toute l'économie, y compris les entreprises des secteurs fortement émissifs, en s'appuyant sur une analyse qualitative exigeante, donc via notre méthodologie propriétaire d'évaluation des stratégies climat, et en s'appuyant également sur des actions d'engagement renforcées. Et puis une gamme à impact via notre expertise et notre positionnement marqué sur les obligations durables, classe d'actifs sur laquelle nous avons plus de 40 milliards d'encours sous gestion aujourd'hui. Merci Nathalie d'avoir décliné ces 5 chantiers. On sent bien qu'Ostrom a une réelle ambition en tant qu'acteur engagé des transitions durables. Merci à vous deux, Nathalie et Philippe, pour ces riches échanges. Merci. Merci beaucoup Clément. Merci à nos auditeurs de s'être joints à nous pour ce second épisode de Transition, le podcast d'Ostrom Asset Management. Retrouvez-nous sur les principales plateformes de podcast, sur nos réseaux sociaux et sur notre site web www.ostrom.com. À bientôt pour une prochaine édition de Transition.